Au tout début des réseaux, on utilisait des hubs pour connecter nos bons vieux ordinateurs. Un hub ou un concentrateur n'est rien de plus qu'un répéteur physique. Quand il reçoit un signal électrique sur une de ses interfaces, il le répétera en l'envoyant à toutes ses interfaces sauf celle qui a reçu ce signal. Il n'y a pas d'intelligence dans un hub et il ne fonctionne que sur la couche physique du modèle OSI, la couche 1. Comme les interfaces partagent le même support physique, les ordinateurs fonctionnent en semi-duplex et il peut y avoir des collisions. Pour éviter ces collisions, il est possible d'utiliser le protocole CSMA-CD. Plus il y a d'ordinateurs dans ce type de réseau, et plus il y a de chances d'obtenir des collisions. Et de nombreuses collisions provoquent une baisse de débit. Sur cette topologie, nous avons 4 PC et un hub au milieu. Si un de nos ordinateurs envoie des données, le hub répétera simplement le signal électrique sur tous les autres ports, ce qui signifie que tout le monde recevra ces données, qu'elles en aient besoin ou non. Le réseau fonctionne en semi-duplex, ce qui signifie que nous pouvons avoir des collisions. Comme les collisions peuvent se propager partout sur les PC du même hub, nous appelons cela un seul domaine de collision. Plus les réseaux grandissaient et plus les collisions étaient plus nombreuses, ce qui avait comme impact de réduire le rendement des entreprises. Prenons un autre exemple. Si vous regardez cette topologie, où pensez-vous que nous allons rencontrer des collisions? Comme il n'y a que des hubs, des collisions peuvent se produire de partout. Il s'agit donc d'un gros domaine de collision. Ces nombreuses collisions provoquaient à l'époque d'énormes baisses de la bande passante. Il fallait donc trouver un dispositif plus intelligent que le hub. Et c'est comme ça qu'est né le pont, ou plus connu sous le nom de bridge. Le bridge est doté d'une intelligence et il fonctionne à la couche 2 du modèle OSI, la couche liaison de données ou data link. Le bridge est capable de décider où envoyer les trames Ethernet en regardant les adresses MAC, de transférer les trames Ethernet sur des ports spécifiques, de filtrer les trames Ethernet, c'est-à-dire de supprimer celles qui sont inutiles, d'inonder les trames Ethernet, c'est-à-dire de les envoyer partout comme un broadcast. Par contre, un bridge n'a que quelques ports seulement, et ils sont très lents. Gardons l'image précédente, et on ajoute une topologie identique, sauf qu'on remplace le hub du milieu par un pont. Comme le pont dispose d'une intelligence, il transmet les trames Ethernet que si elles sont nécessaires. Nous avons donc sur cette topologie 2 domaines de collision. Si le PC en haut à gauche envoie une trame Ethernet au PC en bas à gauche, le pont recevra cette trame Ethernet sur son interface de gauche, mais ne la transmettra pas aux autres PC qui sont à droite. Bon, maintenant revenons plutôt à notre époque, car les hubs et ponts, c'est de l'histoire ancienne. De nos jours, on ne les utilise pratiquement plus, car le switch est arrivé. Le switch dispose de plusieurs ports. Ils peuvent avoir des vitesses différentes par port, comme des ports face Ethernet ou gigabit Ethernet. Ils disposent d'une grande mémoire tampon ou buffer, et ils ont 3 différents modes de commutation. Il existe plusieurs types de switch qui utilisent différentes méthodes pour transmettre les trames. Le modèle standard commute les paquets en mode différé. C'est ce qu'on appelle le mode Store and Forward. Il met les trames en tampon et les analyse afin de détecter d'éventuelles erreurs avant de les envoyer. Les commutateurs utilisent aussi un mode plus direct. Dans ce mode, le switch se contente de lire l'adresse de destination et de transmettre les informations sans les analyser. Et le troisième mode représente un compromis entre les 2 méthodes précédentes, c'est-à-dire qu'il ajoute un traitement d'erreur simplifié sur la trame à commuter. De nos jours, la plupart des switches utilisent plutôt le mode Store and Forward. Voyons maintenant comment le commutateur travaille. Sur cette topologie, nous avons 3 PC avec un commutateur au milieu. Le commutateur gère une table d'adresses MAC au fur et à mesure qu'il les apprend. Alors à votre avis, sur cette topologie, combien y a-t-il de domaines de collision? Eh bien, comme nous fonctionnons en full duplex, nous ne pouvons pas avoir de collision dans un réseau commuté comme celui-ci. Chaque interface sur un commutateur est vue comme un domaine de collision distinct. Ce qui signifie que sur cette topologie, il y a 3 domaines de collision. On peut alors se demander pourquoi y a-t-il des domaines de collision alors qu'il est censé ne pas avoir de collision? Eh bien, c'est parce qu'il est tout à fait possible de brancher un concentrateur sur un des ports du switch, et dans ce cas, il y aura des collisions. Pour revenir au fonctionnement du switch, puisque nous fonctionnons en full duplex et que nous ne pouvons plus avoir de collision,
le protocole CSMACD dont nous avons déjà parlé est désactivé. Le PCA va envoyer des données à destination du PCB. Il va donc créer une trame Ethernet qui contiendra l'adresse MAC du PCA dans le champ source et l'adresse MAC du PCB dans le champ destination. Le commutateur construit et gère une table d'adresses MAC qu'il apprend seulement en fonction des adresses MAC source. Chaque trame Ethernet qu'il reçoit, il apprendra la MAC adresse du champ source de la trame et il effectuera une relation avec le numéro de port où il est joignable. Dans l'exemple, le switch vient d'apprendre que l'adresse MAC du PCA est liée à l'interface face Ethernet 01. Il va donc ajouter cette information dans sa table d'adresse MAC. Comme vous pouvez le voir, notre commutateur n'a actuellement aucune information sur l'emplacement du PCB. Pour trouver sur quel port se situe le PCB, il va flouder une trame Ethernet, c'est-à-dire qu'il va envoyer une trame sur tous ses ports sauf celui d'où vient la demande. Le PCB et le PCC recevront donc cette trame Ethernet. À la réception de cette trame, le PCB voit dans le champ destination sa propre adresse MAC. Il en déduit donc que cette trame lui est destinée. Quant au PCC, comme il n'est pas concerné, il supprimera cette trame. Le PCB va donc répondre au PCA en construisant une nouvelle trame Ethernet et l'envoyer vers le switch. C'est à la réception de celle-ci que le switch va apprendre l'adresse MAC du PCB. Et maintenant, la prochaine fois que le PCA voudra parler au PCB, le switch commutera le paquet directement, au lieu de flouder la trame sur tous ses ports à la recherche de la MAC adresse de destination. Et comme ça, le PCC ne recevra plus de trames qui ne lui sont pas destinées. Voyons à quoi ressemble la table de MAC adresse d'un switch en vrai. Si on se connecte sur le switch et qu'on lance la commande Show MAC Address Table dynamique, on verra toutes les MAC adresses que le commutateur aura apprises. Ici, on voit qu'il a apprises les MAC adresses du PCA, B et C. Par défaut, il n'y a pas de limite au nombre d'adresses MAC qu'un commutateur peut apprendre sur une interface. Et toutes les adresses MAC sont donc autorisées. Pour plus de sécurité, il est possible de changer ce comportement avec la fonction de Port Security.